Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Termez Doctrine. Je suis Maxime Termez, analyste géopolitique. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question centrale, souvent mal posée par les médias occidentaux. Ce que la Russie et la Chine feraient si les États-Unis attaquaient l'Iran. Mais surtout, et c'est là le cœur de l'analyse, ce que Moscou et Pékin font déjà pour empêcher cette attaque. Car, contrairement au récit dominant, la dissuasion ne commence pas au moment où les bombes tombent. Elle s'exerce en amont, par le renseignement, l'économie, la technologie, la coopération militaire et l'équilibre des forces. Dans un contexte où l'Iran dispose déjà de capacités militaires crédibles, où Russie et Chine agissent selon une logique de partenariat stratégique et où United States raisonne encore en termes d'alliance de vassalité, le véritable enjeu n'est pas l'escalade, mais la prévention de la guerre. Si vous appréciez cette analyse franche, structurée et sans concession, abonnez-vous, likez et laissez votre avis en commentaire. Entrons maintenant dans le cœur de l'analyse. La première erreur d'analyse occidentale consiste à croire que l'aide russe et chinoise à l'Iran commencerait après une attaque américaine. En réalité, elle est déjà en cours, précisément pour rendre cette attaque inutile, coûteuse et risquée. Sur le plan militaire, Pékin agit de manière discrète mais massive. La Chine a intensifié ses livraisons de matériel vers l'Iran, notamment via des ponts aériens logistiques opérés par des avions cargo. L'objectif n'est pas de transformer l'armée iranienne, mais de densifier ses stocks, d'assurer la continuité opérationnelle et de renforcer ses capacités de résilience en cas de crise majeure. Cette aide reste calibrée, suffisante pour dissuader, pas ostentatoire pour ne pas provoquer. Moscou, de son côté, opère là où elle excelle, le renseignement et la guerre informationnelle. Les Russes fournissent à Téhéran des données sur les intentions américaines, les mouvements navals et aériens dans la région, ainsi que des analyses anticipées des scénarios d'escalade. Il ne s'agit pas d'un soutien symbolique, mais d'un multiplicateur de puissance. Voir venir, c'est déjà neutraliser une partie de la menace. Dans cette logique, l'aide russe a également porté sur le contre-espace informationnel. Il y a quelques semaines, l'Iran a démontré sa capacité à perturber et neutraliser des réseaux de communication satellitaires utilisés par ses adversaires. Cette montée en gamme ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans un transfert de savoir-faire et une coopération technique où Moscou partage des méthodes éprouvées sans s'exposer directement. Pourquoi cette aide n'est-elle pas plus visible, plus massive, plus spectaculaire ? Parce que l'armée iranienne n'en a pas besoin à ce stade. L'Iran dispose déjà d'un réseau de renseignement régional dense, de capacités balistiques dissuasives, d'une profondeur stratégique construite sur des décennies et d'une doctrine asymétrique qui rend toute attaque américaine extrêmement coûteuse. Autrement dit, la Russie et la Chine n'arment pas un État faible. Elles complètent un dispositif déjà robuste afin d'élever encore le seuil du risque pour Washington. C'est une dissuasion par renforcement silencieux, pas par démonstration de force. Dans cette configuration, une attaque américaine ne déclencherait pas seulement une réponse iranienne. Elle révélerait aussi que les États-Unis ont accepté d'entrer dans un environnement et opérationnel qu'ils ne contrôlent plus entièrement. Et c'est précisément ce que Moscou et Pékin cherchent à éviter ou à rendre prohibitif. Dans le logiciel occidental, la question est toujours posée de la même façon. Que feraient Moscou et Pékin si Washington frappait l'Iran ? C'est une question tardive, presque naïve, parce que dans une logique multipolaire, la vraie bataille se joue avant l'attaque, dans la dissuasion, coup politique, dans l'incertitude stratégique imposée à l'adversaire. Aujourd'hui, la Russie joue précisément ce rôle. Augmenter le prix de l'option militaire américaine sans s'exposer frontalement. Son message officiel ces derniers jours est clair. Pousser à la négociation, avertir contre l'usage de la force,
rappeler qu'une guerre ouvrirait un cycle de chaos incontrôlable au Moyen-Orient. Ce n'est pas du romantisme diplomatique, c'est une stratégie geler la décision américaine en rendant l'escalade politiquement toxique. Derrière ce discours, il y a une réalité structurante. Moscou et Téhéran ont formalisé un cadre de partenariat de long terme, et la coopération sur le nucléaire civil, autour de bouchées notamment, crée un facteur de risque supplémentaire pour toute frappe non maîtrisée. Clair, plus les intérêts russes sont imbriqués dans la profondeur iranienne, plus le Pentagone doit intégrer des scénarios d'incidents, d'erreurs, d'escalade accidentelle. C'est de la dissuasion par complexification. La Chine, elle, agit sur un autre terrain. L'économie comme bouclier stratégique. Pékin n'a pas besoin d'annoncer une alliance militaire pour peser. Son levier central, c'est l'énergie. Les données disponibles montrent que la Chine demeure le principal acheteur du pétrole iranien via des circuits contournant les sanctions, donnant à Téhéran une respiration financière et une capacité de résilience. Washington peut menacer, sanctionner, intercepter. Tant que l'Iran conserve cette rente, il reste debout. Et c'est exactement là que se situe le point décisif. L'Occident résonne encore comme un empire. Il imagine des blocs disciplinés, des alliés qui suivent, des coalitions qui obéissent. Mais dans l'axe Russie-Chine-Iran, on n'est pas dans une logique de vassalité. On est dans une logique d'intérêts croisés, de complémentarité, de transactions stratégiques. Pékin ne veut pas d'une guerre qui ferait exploser les prix et menacerait ses routes commerciales. Moscou ne veut pas d'un embrasement qui offrirait aux Américains une justification de récupération régionale. Téhéran veut empêcher l'attaque en montrant qu'elle coûterait trop cher. C'est pour cela que l'aide militaire visible reste calibrée. Pas parce que la Russie ou la Chine n'osent pas, mais parce que l'Iran, pour l'instant, n'est pas dans une position de demande vitale. Il a déjà ses capacités de dissuasion, ses réseaux, sa doctrine. Ce que Moscou et Pékin ajoutent, c'est la couche supérieure, celle qui fait réfléchir Washington 2 fois. Enfin, sur la question des communications et des réseaux satellitaires, il faut être rigoureux. L'espace informationnel est saturé de récits et de rumeurs. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Starlink est devenu un enjeu de guerre électronique majeur, y compris autour de l'usage de terminaux dans des drones et de la capacité à contrer cet avantage technologique. Le reste, neutralisation totale par tel acteur, assistance précise à telle date, doit être traité avec prudence tant que ce n'est pas étayé publiquement. Donc non, la vraie question n'est pas « que feront-ils après ?» La vraie question, c'est comment rendent-ils l'attaque moins probable dès maintenant. Si les États-Unis attaquent l'Iran, l'enjeu n'est pas seulement la riposte iranienne. L'enjeu, c'est l'architecture de représailles indirectes que Russia et China contribuent à rendre possible sans nécessairement tirer un seul missile depuis leurs propres forces. D'abord, sur le plan militaire, une attaque américaine ouvrirait un cycle où l'Iran chercherait à frapper les leviers réels, bases, logistiques, flux énergétiques, routes maritimes, proxys régionaux. Dans ce contexte, l'aide russe en renseignement et en lecture des mouvements adverses devient un multiplicateur. Elle ne remplace pas les capacités iraniennes, elle les rend plus dangereuses parce qu'elle améliore l'anticipation et la sélection des cibles. Précisément ce que Moscou met en avant publiquement. Il reste de la place pour la négociation et l'usage de la force mènerait au chaos régional. Ce n'est pas une posture morale, c'est une manière de signaler que l'escalade n'aurait rien de propre ni de contrôlable. Ensuite, sur le plan politique, l'attaque serait un cadeau stratégique empoisonné pour Washington. Elle souderait une partie du Sud global autour d'un récit simple. L'Occident frappe quand il veut, où il veut, puis exige que les autres se taisent. Moscou, dans ce cas, ne chercherait pas forcément la confrontation directe. Elle chercherait l'isolement diplomatique des États-Unis,
la pression narrative et l'élargissement de la coalition anti-escalade. Autrement dit, transformer l'opération militaire américaine en défaite de légitimité. Troisième conséquence, la dimension nucléaire, civile et industrielle. Plus les intérêts russes sont imbriqués dans certaines infrastructures iraniennes, plus Washington doit intégrer des scénarios de dérive, d'incidents, de catastrophes, et donc d'escalade incontrôlée. La simple déclaration russe sur la possibilité d'évacuer du personnel de boucher montre que Moscou place déjà un marqueur. Toucher l'Iran, ce n'est pas toucher un vide, c'est toucher un espace où des intérêts russes existent et où la marge d'erreur se réduit. Enfin, sur le plan technologique et informationnel, une attaque s'accompagnerait quasi automatiquement d'une guerre des communications, du brouillage, de la cyber et de la bataille des réseaux satellitaires et des drones. Là encore, il faut être rigoureux. On sait que la question Starlink est devenue un enjeu opérationnel majeur au point que l'Ukraine dit travailler avec SpaceX pour empêcher l'usage de Starlink sur des drones russes. Ce type d'élément rappelle une réalité. Dans une guerre moderne, celui qui tient l'information et les liaisons tient une part du champ de bataille. Et c'est précisément le domaine où des partenariats technico-militaires silencieux pèsent plus que des déclarations flamboyantes. Donc, si Washington frappe, Moscou et Pékin n'auront pas besoin d'entrer en guerre au sens classique pour que les États-Unis payent un prix stratégique. Le prix peut être logistique, narratif, économique, technologique, régional et surtout durable. La clé de lecture est ici, et elle est souvent absente des analyses occidentales. La Russie et la Chine ne se préparent pas à répondre à une attaque américaine contre l'Iran. Elles travaillent à la rendre inutile, trop coûteuse, politiquement toxique. Première dimension, la dissuasion par saturation du risque. Moscou et Pékin n'additionnent pas des forces pour provoquer. Elles complexifient l'équation américaine. Plus l'environnement devient opaque, renseignements partagés, réseaux durcis, communication contestée, capacité asymétrique crédible, plus l'option militaire perd en lisibilité. Or, le Pentagone déteste l'incertitude stratégique quand elle est durable et multi-domaine. C'est exactement ce qui est construit autour de l'Iran. Deuxième dimension, la profondeur économique comme bouclier. La Chine joue ici un rôle central. En absorbant massivement le pétrole iranien, en fournissant des biens industriels et en maintenant des circuits d'échange malgré les sanctions, Pékin garantit à Téhéran une respiration financière. Cela change tout. Un État qui tient économiquement, mais pas un État qu'on peut briser par un choc rapide. La dissuasion commence là. Priver Washington de l'illusion d'un effondrement éclair. Troisième dimension, le partenariat technico-militaire discret. Avec la Russie, l'Iran échange des technologies, des méthodes, des savoir-faire, pas pour copier des modèles étrangers, mais pour adapter ses propres doctrines. Modernisation d'infrastructures, échange sur la guerre électronique, amélioration des capacités de renseignement et d'anticipation. Tout cela augmente le seuil de douleur d'une attaque américaine sans qu'aucun traité d'alliance formelle ne soit nécessaire. Dimension, le récit stratégique. L'Occident raisonne encore en termes d'alliances hiérarchisées où Washington décide et où les Européens suivent. À l'inverse, l'axe Russie-Chine-Iran fonctionne sur une logique de partenariat mutuellement bénéfique, flexible, transactionnel, sans vassalité affichée. Ce contraste est fondamental. Il isole politiquement l'option américaine, en particulier auprès du Sud global, qui voit dans cette configuration une alternative crédible à l'ordre unipolaire. C'est pour cela que la question est mal posée. La vraie interrogation n'est pas « que feront-ils si l'Iran est attaqué ?» La vraie réponse est « ils font déjà ce qu'il faut pour que l'attaque n'ait pas lieu ». Tant que l'Iran reste militairement dissuasif,
économiquement respirant et stratégiquement connecté à deux grandes puissances, l'option militaire américaine reste un pari à rendement négatif. Et dans un monde multipolaire, les paris perdants sont rarement joués. Il faut donc renverser complètement la grille de lecture. La Russie et la Chine ne se positionnent pas comme des acteurs de riposte, mais comme des architectes de dissuasion. Elles n'attendent pas que les États-Unis attaquent l'Iran pour agir. Elles agissent en amont, par le renseignement, par l'économie, par la technologie, par la complexification stratégique, afin de transformer toute option militaire américaine en pari risqué, coûteux et politiquement explosif. Dans cette configuration, l'Iran n'est ni isolé ni vulnérable. Il est intégré dans un réseau de partenariats stratégiques fondé sur l'intérêt mutuel et non sur la vassalité. Et tant que ce réseau tient, l'escalade reste contenue. La véritable victoire de Moscou et de Pékin n'est donc pas militaire. Elle est préventive, elle est silencieuse, elle est systémique. C'est celle qui empêche la guerre avant même qu'elle ne commence. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain sur Termes Doctrine.